Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'honorer le 19h30 sur Speed Line TV. Voici les titres du journal. Hommage à la reine mère Nandédo, l'association Novisan a publié un livre sur cette figure emblématique de l'histoire de Dahomey. Plus de précisions dans ce journal. À Ruyogbe, une conférence débat explore la culture sarwais à l'épreuve de la constitution de l'ère à Jatado. C'était lors de la 66e édition de Sarwehwe, le compte rendu dans cette édition. Au cœur de l'actualité internationale en Côte d'Ivoire, contesté à la tête de son parti, Tidjane Thiam remporte une première victoire judiciaire. Les détails dans un instant. Et nous ouvrons ce journal par cette citation. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. D'ici Alain Foucault, et c'est pour corriger cette histoire, telle que déformée par le colon, que l'association Novisan, à travers cette séance causerie, met la lumière sur la reine mère Nandédo, un personnage exceptionnel de l'histoire de Dahomey. Un livre est édité en la mémoire de l'icône de l'ère culturelle à Jatado. Romare Kadosa et Loïc Chilan pour le reportage. C'est dans le cadre des 61 ans des journées de fraternité Novisan que l'association du même nom a initié cette rencontre. Entre autres activités inscrites dans ce cadre, figure en bonne place la causerie débat qui a réuni ce vendredi les fils et filles de la localité venus du village et ceux vivant à Cotonou et ses environs. Loin de toute polémique sur les questions de royauté en cours actuelles dans le pays, cette activité a été planifiée des mois plus tôt et veut placer l'identité culturelle au cœur des débats de développement de la localité. Principal personnage au cœur des débats, la reine mère Nandédo. Jadis appelé Tovlamen ou Agbonomen, un village niché sur les rives du lac Aïmé au sud-ouest de Dahomey, Bénin aujourd'hui, Dahomey a accueilli une fratrie à Gassou avec les populations exilées en migration du Tado vers le Togo, vers l'est du Bénin. On était au XVIe siècle. Dans cette fratrie se cache une femme, l'aînée Nankosoy, la reine Nandédo, qui changera totalement l'histoire de Dahomey en y créant un royaume, celui de Dahomey, déduit du nom de Nandédo. C'est toute une histoire, n'est-ce pas? Après plusieurs années de recherche en collaboration avec le Palais Royal de Dahomey et Padev Ademitité, l'association Novisan sort le livre intitulé Reine Mère Nandédo, fondatrice du royaume de Dahomey, sœur aînée des fondateurs des royaumes frères du Sud Bénin. Une œuvre qui met sur les projecteurs l'une des premières femmes à fonder un royaume dans l'histoire du Bénin. Dahomey doit pouvoir faire travailler son génie pour qu'un jour qu'on se dise mais ils sont pas royaumes mais c'est bizarre quand même parce qu'il y a des choses qui se passent là-bas. Il y a du contenu qui se développe là-bas. Il y a de la manifestation de la royauté qui se fait là-bas. Et tout ça viendra de tout le travail de symbiose qui va pouvoir s'opérer entre la cour, entre les différents acteurs du patrimoine, de la culture et de la royauté sur ce territoire-là. Ça, c'est fondamental. En ce moment de l'ère du vaisseau, la reine mère Nandédo, dont nous sommes fiers d'être descendants, a bien voulu se manifester à travers des associations de développement de l'arrondissement de Dahomey. Ce livre permet à tout lecteur non seulement de connaître le personnage de la reine mère Nandédo, mais surtout de cerner son origine et ses relations intrinsèques avec ses frères des autres royaumes du Sud Bénin. Pour le représentant du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, ce livre participe à la valorisation du rôle prépondérant de la femme dans l'histoire des royaumes du Bénin. Le livre dont il est question aujourd'hui participe
de la valorisation, non seulement du patrimoine, mais des personnages historiques qui continuent de tresser le fil historique entre le passé et le présent, mais surtout de nous faire voir ce que nous devons à ces personnages dans la réalité d'aujourd'hui. On a besoin à chaque fois de rappeler que ces personnages ont eu un rôle très important dans la dynamique sociétale et historique de notre pays. Au dit des chercheurs, des domaines doivent être patrimonialisés par son histoire et sa mémoire. Pour ce faire, il faut procéder à la documentation, la préservation, la mise en récit spatial, la formation des acteurs et la valorisation de l'histoire. Une vente à l'américaine du chef-d'œuvre a mis un terme à la cérémonie. Autre information dans cette édition, dans le cadre des festivités marquant la 66e édition de Sarwekwe, une conférence débat est animée ce samedi à Kouyogbé, la culture Sarwe, à l'épreuve de la constitution de l'ère à Djatado. C'est le thème autour duquel se sont convergées les idées. Les détails dans ce reportage. La culture Sarwe à l'épreuve de la constitution de l'ère à Djatado. C'est la thématique centrale de cette conférence débat animée ce samedi dans le cadre des festivités marquant la 66e édition de Sarwekwe. Pour Dr Pierre Tossa, l'un des conférenciers, les Sarwe doivent se rendre à l'évidence qu'ils constituent une frange non négligeable dans le découpage sociolinguistique et culturel du Bénin. Il soutient sa thèse avec des données statistiques probantes et récentes. C'est parti d'abord d'un village d'Oyo appelé Adja, qui par la suite, ses habitants ont émigré pour s'installer d'abord à Kétou dans le Bénin. Et c'est du Bénin, ils sont allés au Togo, précisément à Tado ou Sado. Et c'est là, chaque ethnie a continué son parcours. Et aujourd'hui, nous avons, selon les documents consultés, 17 ethnies qui constituent l'ère culturelle à Djatado. On a essayé d'expliquer pour montrer aux Sarwe qu'ils sont dans un grand ensemble parce que quoi? Quand le gouvernement a créé les 4 agences, il y a l'agence Adjatado qui prend 33% de la population du Bénin. Et c'est l'ère culturelle la plus importante, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de population par rapport aux autres. Sarwe étant l'une des 17 ethnies, il faut que ces population soit informée de l'enjeu pour que ces Sarwe ne se laissent pas, pour qu'ils puissent promouvoir leur patrimoine culturel. À l'unanimité, les intervenants ont déploré avec amertume la non-reconnaissance de la royauté à Kouyogbé par les législateurs. Le maire de Kpomassé exhorte à l'occasion tous les Sarwe à se donner la main pour que l'héritage culturel dont ils sont bénéficiaires soit entretenu et mieux transmis à la génération montante. Après tout, on a appris que le royaume Sarwe n'est pas pris en compte par le gouvernement. Cela est dû au fait que nous-mêmes, on ne s'est pas organisé, on n'a pas vite posé de problème, on ne s'est pas rapproché vite des autorités, c'est ce qui a causé tout ça. Et même au niveau de l'Assemblée, il paraît que ici, les députés aussi n'ont pas fait grand-chose au niveau de l'Assemblée. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons dit on va tout faire. Même si on n'arrive pas à bien fêter la prochaine fois, lorsque va faire la fête, nous devons nous retrouver un panel, différents panels, pour organiser réellement Sarwe. Il y a aussi Sarwe qui avait organisé une guerre ici et qui avait remporté. Nous avons remporté la guerre, nous avons eu la victoire. Et donc tout ça là doit être aussi notre culture. Nous avons eu de la bravoure, nous avons eu de courage pour affronter les Blancs qui avaient, une technologie sophistiquée. Mais au dernier moment, nous avons gagné avec nos armes traditionnelles. Bon, donc je dis que beaucoup de choses ont été oubliées à côté de notre culture. Tout ça va être revu au niveau de la commission que nous allons constituer d'un moment à l'autre pour que tout aille bien.
a rappelé que ce même jour, un tournoi de pétanque est organisé en soutien à l'UGS Sakwenukun. Les manifestations de ce samedi 12 avril sont allées à terme par une retraite au flambeau qui a conduit les festivaliers de Kouyokbe à Lobogor, puis dans le sens inverse. L'association Agbe Signolé a célébré ce samedi la bravoure de ses aïeux Wachi face à la rude bataille du roi Béanzan. C'était à l'occasion des festivités marquant l'édition 2025 de cette fête identitaire des Wachi. Romare Kadosa et Innocent Zokmon pour le reportage. Une semaine avant la Pâque, Agbe Signolé célèbre la bravoure de ses aïeux face aux troupes du roi Kondo qui a livré une bataille rude avec le peuple Wachi. Culture et fierté Wachi, c'est le thème retenu pour cette édition. Tout Wachi doit se sentir fier d'appartenir à cette communauté-là. Et nous, au niveau du bureau exécutif, depuis notre prise de fonction, nous avons opté pour la révélation de notre identité. Notre identité à travers l'amélioration, à travers des innovations, à travers les accompagnements que l'association peut donner à la jeune population que nous sommes, sans oublier les vieux bien sûr. Nous devons accompagner les jeunes pour leur développement personnel. Vous avez vu la dernière fois, nous avons fait une formation. Il n'y a que ça. Il faut que nous investissions dans le capital humain et à travers cet investissement, nous allons aborder le développement de notre communauté. Plusieurs autorités communales ont rehaussé de leur présence l'événement. Ils se disent fiers d'appartenir à la communauté Wachi. Après que les ancêtres ont combattu à Saradi, ils se sont retrouvés à cette placette de Hongodé pour quand même faire le point de leur combat. Donc on s'est retrouvés là-bas et il y a eu des cérémonies qui sont faites et puis après on s'est retrouvés pour un moment festif avec tous les cadres de Komé. C'est vraiment convivial. Agbe Signolé, c'est un espace aussi culturel et linguistique des fils et fils Wachi pour se retrouver, pour réfléchir sur l'union, sur l'inspiration, sur la formation. Aujourd'hui, il y a un café scientifique qui se produit, qui nous demande de nous unir, de nous inspirer et puis de se faire former aujourd'hui pour aller de l'avant. Parce que nous avons besoin aussi des cadres. Effectivement, nous avons des cadres, mais qui ne sont pas nommés. Donc nous avons besoin que ces cadres-là soient nommés pour qu'au jour des Pâques, qu'ils reviennent nous aider ou bien à propulser leurs frères qui sont derrière eux, et à rester ensemble pour qu'on dise bon voilà, et voilà les fils de Komé, les fils de Wachi, bon, qui sont ensemble. Donc voilà. Et je pense que les Pâques se fêtent un peu partout. Et j'en appelle déjà à notre conscience dans toute la commune de Komé que ce soit n'importe quelle ethnie, de se retrouver avec nous pour fêter les Pâques. Toute la communauté Wachi d'ici et d'ailleurs sont donc invités à rejoindre l'association Agbe Signolé pour la célébration des festivités le dimanche prochain, jour de Pâques. Dans le reste de l'actualité, les membres de l'Union communale des producteurs de commun ont tenu l'Assemblée générale le jeudi dernier à leur siège. Au thème des travaux, c'est une nouvelle équipe dirigeante présidée par Philippe Toulassi qui est élu à la tête de l'association pour une période indéterminée. Il est là pour continuer à relever les défis de la production dans la commune. Le reportage. C'est au siège de l'Union communale des producteurs de commun que les agriculteurs venus de plusieurs localités se sont retrouvés le jeudi 10 avril 2025 pour procéder au renouvellement de leur instance dirigeante. À cette assemblée générale ordinaire élective, Awissanou Antonin passe le relais au nouveau président. Tout ceci a été exécuté sous le regard bienveillant des membres de l'organisation et des partenaires techniques et financiers. Lors de notre allocution, nous sommes engagés à accompagner le nouveau bureau élu pour que ce bureau ne fasse pas piètre figure. Nous avons dit que nous avons l'obligation de les soutenir. Et notre manière de les soutenir,
ce serait de leur donner tous les conseils possibles pour qu'il y ait une harmonie entre les membres du bureau. Nous, c'est de trouver les moyens pour que ces intérêts puissent collaborer et puis pour donner de bons fruits pour l'ensemble des producteurs de notre commune. On a constaté qu'il y a eu parfaite organisation et que le comité d'organisation a maîtrisé l'effectif membre de l'UCP. Le président entrant Toulassi Philippe a l'intention de poursuivre les œuvres de son prédécesseur tout en insufflant une nouvelle dynamique. Son objectif est d'introduire des innovations qui favorisent le développement au sein de l'Union. Je dois toujours rester dans le même élan pour pouvoir achever tout ce qui a été entamé et même chercher d'autres partenaires pour pouvoir encore construire d'autres choses qui nous manquent, comment aménager la maison, comment faire booster le développement. Ceux qui sont à 1 hectare, 2 hectares aujourd'hui puissent aller au-delà de ce qu'ils faisaient. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des tracteurs à notre disposition. Là, nous allons booster la production à tout niveau. Nous allons poursuivre jusqu'au bout. Tout ce qui sera les défenses, on est là pour défendre aussi les filières. On ne va pas se mettre en rue pour commencer par gréver. On va apaiser toutes les filières pour qu'ils soient calmes et chercher des opportunités pour eux pour qu'ils puissent trouver des financements. Athanase Aguiya, ce participant à l'Assemblée générale, a salué les efforts de la direction précédente et a exhorté le nouveau président à faire preuve d'humilité dans l'exercice de ses fonctions. C'est sous son règne que vous avez eu toutes les infrastructures que vous voyez ici aujourd'hui. Les aménagements hydro-agricoles, n'en parlons pas. L'appui aux petits groupements, n'en parlons pas. L'accompagnement, la formation technique, le renforcement de capacité, n'en parlons pas, c'est sa tête. C'est quand il est là qu'on a bénéficié de tout ça. Mais il l'a pas fait seul. Il l'a fait parce qu'il a accepté qu'on l'accompagne. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour inviter le nouveau président, M. Toulassi Philippe, qui vient de prendre le pouvoir ce matin, d'être ouvert et de tendre la main à tous les producteurs de la commune. D'être ouvert et de tout faire pour être humble, pour permettre à tous les producteurs qui ont l'expérience pour qu'ils participent pour l'accompagner à atteindre les objectifs. L'Assemblée générale ordinaire élective de l'Union communale des producteurs de commun s'est clôturée par un moment de convivialité renforçant les liens entre producteurs. Avec cette nouvelle équipe à sa tête, l'Union communale des producteurs de commun est prête à tracer un avenir prometteur. En interactualité, une vague de violence a de nouveau frappé le nord du Nigeria, endeuillant la communauté de Maiduguri. Dans l'état de Plateau, des hommes armés ont perpétré une attaque nocturne coûtant la vie à au moins 51 personnes. Ce nouveau drame survient à peine 2 semaines après des affrontements similaires dans une autre localité de l'État qui avait déjà fait un nombre considérable de victimes, plongeant la région dans une atmosphère de peur et d'insécurité. Le reportage. Au moins 51 personnes ont été tuées par des hommes armés lundi soir à Maiduguri dans l'état du Plateau, au nord du Nigeria. Les faits sont rapportés par des habitants et Amnesty International. Des affrontements survenus 2 semaines auparavant dans une autre région de l'État avaient déjà fait des dizaines de morts. La semaine dernière, l'Agence nationale de gestion des urgences a déclaré que des hommes armés avaient tué au moins 52 personnes et provoqué le déplacement de près de 2000 autres. Ce bilan est celui de plusieurs jours d'attaques dans le Plateau. Cette région est réputée pour les violences entre agriculteurs et éleveurs de bétail. Ces derniers mois, la communauté a été confrontée à une série d'incidents violents. Au cours du seul mois dernier, au moins 10 personnes ont été tuées lors d'attaques séparées dans la région de Bassa. Des victimes étaient des agriculteurs en plein travaux, alors que d'autres étaient pris en embuscade sur les routes, selon des témoignages sur place. En Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam a réussi à franchir un premier obstacle sur la route qui doit le conduire à l'élection présidentielle d'octobre 2025. La juge des référés s'est déclarée incompétente
dans l'affaire qui oppose le président du PDCI à un membre du bureau politique du parti, Valérie Yapo, qui demandait sa destitution. L'ancien banquier d'affaires devrait donc se présenter à la convention élective de sa formation pour laquelle il est le seul à concourir. Suivant. En Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam poursuit sa course à la présidentielle d'octobre 2025. Le président du PDCI est accusé par une membre dissidente de son propre parti d'avoir menti sur sa nationalité ivoirienne. Cependant, la juge des référés s'est déclarée incompétente dans l'affaire qui oppose l'ancien banquier à Valérie Yapo, qui réclame sa destitution. Tidjane Thiam est vue comme étant la principale figure d'opposition face au camp du président sortant Alassane Ouattara. Le maintien de l'ancien patron du Crédit Suisse dans la course électorale n'a pas empêché le PDCI d'annoncer le retrait de ses représentants de la commission électorale indépendante chargée d'organiser les scrutins. Faisant partie de la même coalition que le Front populaire ivoirien de l'ancien Premier ministre Pascal Affi-N'Guesson, Thiam devrait être rejoint par ce dernier. L'autre grand parti d'opposition, le Parti des peuples africains PPACI de l'ancien président Laurent Gbagbo, a lui aussi annoncé son départ de la CEI. Au Gabon, c'est donc avec 90,35% des voix que Brice Clotaire Oligui Nguema a été élu président ce samedi, selon les chiffres provisoires communiqués par le ministère de l'Intérieur. Après 20 mois de transition, il prend donc les commandes du pays pour 7 ans, un succès sans surprise tant il a écrasé la scène politique depuis le renversement d'Ali Bongo. Dans les rues de Libreville, les attentes sont élevées. Suivant. À Libreville, les attentes sont fortes après l'élection de Brice Oligui Nguema. Les jeunes, les femmes et les résidents des quartiers populaires espèrent un vrai changement après des décennies de précarité et de chômage. Alors, en ce qui concerne les jeunes, on aimerait qu'il y ait des emplois pour les jeunes actuellement qui sont au chômage. Quand je parle de chômage, c'est d'abord ceux-là qui sont diplômés et qui aujourd'hui n'arrivent pas à avoir un emploi. En tant que Gabonais, ce que j'attends du président Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est tout simplement qu'il prenne en compte les attentes des populations, notamment l'amélioration des conditions de vie, voilà, de ceux qui, enfin du moins la majorité qui vivent dans les quartiers précaires. Ce que nous voulons, c'est une politique sociale plus large. Nous ne voulons plus voir des personnes âgées abandonnées, livrées à eux-mêmes dans les rues. Brice Oligui Nguema, 50 ans, a remporté l'élection avec plus de 90% des voix. Il s'agit du premier scrutin depuis le coup d'État de 2023 qui avait mis fin à 55 ans de pouvoir de la famille Bongo. En Guinée, le capitaine Moussa Dadis Camara aurait quitté la Guinée pour le Maroc selon son entourage. Il avait été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour sa responsabilité de commandement dans les massacres du 28 septembre 2009 dans un stade de Conakry. Mais il avait été gracié fin mars par le général Mamadi Doumbouya pour raison de santé. Le reportage. Récemment gracié, Moussa Dadis Camara a quitté discrètement la Guinée dimanche à bord d'un avion de la compagnie Royal Air Maroc selon plusieurs sources concordantes. Aucune communication officielle n'a été faite à ce sujet, ni sur un éventuel retour au bercail. Condamné à 20 ans de prison pour son rôle dans les événements sanglants du 28 septembre 2009 au stade de Conakry, l'ex-capitaine a bénéficié d'une grâce présidentielle pour raison de santé le 28 mars dernier. Une décision qui continue de diviser l'opinion publique en Guinée. Alors que certains saluent ce geste, d'autres, en particulier les victimes du massacre, expriment leur inquiétude pour l'avenir du procès en cours. L'ONG Potalfi Bantal Fouta Djallon a vivement dénoncé cette mesure, appelant la CPI à se saisir de l'affaire.
Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Suivez-nous en continu sur speedlanetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.